Bonjour Vincent, Bonjour on Émeric. est très heureux de te recevoir et d'échanger dans cette formule un peu, comment dirais-je, atypique pour la fondation, même si on en a déjà fait, mais là atypique parce que évidemment on n'est pas face à face, mais on est en visio, Mhm. chacun d'entre nous dans notre dans un lieu de prédilection qui nous regarde et on se retrouve aujourd'hui pour évoquer avec toi pendant une vingtaine de minutes ta dernière note, ton dossier que la Fondation a publié qui s'appelle Métropole Lyon, n'est pas Métropole qui veut. Et j'avoue que j'aimerais commencer par ce titre parce que je l'ai trouvé à la fois parlant et très interrogatoire, très interrogatif. Et donc je voulais d'abord t'interroger sur qu'est-ce que ce titre veut dire par rapport à la note que la Fondation a publiée. Alors, bonjour Émeric. La note porte sur la question des métropoles à travers l'exemple de la métropole de Lyon. Et en fait, pourquoi ce titre n'est pas Métropole qui veut? C'était Serge Antoine, qui était un des pères des métropoles d'équilibre dans les années 60, qui précisément avait indiqué que pour être métropole, il fallait remplir un certain nombre de conditions, vérifier un certain nombre de services, un certain nombre d'équipements, et c'est ce qui permettait d'accéder finalement je dirais, cette définition de la métropole. Et pourquoi j'ai repris ce titre n'est pas Métropole qui veut, c'est effectivement un clin d'œil ironique, au sens où on a aujourd'hui 22 métropoles, mais en réalité, être métropole aujourd'hui, c'est avant tout un statut, avant d'être une réalité géographique. Et j'ai complété le titre, donc n'est pas Métropole qui veut, en lui adjoignant la proposition suivante, ou le trompe-l'œil lyonnais. Le trompe-l'œil, bien évidemment, ça fait référence au trompe-l'œil célèbre à Lyon. Et effectivement, c'est une explicitation, je dirais, de la thèse que j'essaye de défendre dans cette note. Quand on est métropole sous forme de statut, ben, en réalité, c'est un trompe-l'œil géographique. Alors on va justement cette j'allais dire cette déconnexion entre la géographie et le statut, parce que c'est en fait c'est le cœur de la problématique que tu soulèves dans ta note. On va évidemment l'explorer tout au long de cet entretien. Évidemment, il pose quand même un certain nombre de questions et d'interpellations parce que c'est vrai que dans l'image ginaire très limité du nombre de personnes qui s'intéressent à ces questions, ou en tous les cas qui ont une connaissance suffisante. Mais Lyon apparaît comme la métropole, j'allais presque dire comme l'achèvement de la métropole, dans le sens où elle est non pas ancienne, mais elle est adossée à une histoire relativement ancienne, entre guillemets, même si elle est vraiment contemporaine, on y reviendra, et que par ailleurs, il y a un mode de scrutin sur lequel tu achèves ta note, qui est là aussi extrêmement particulier et qui a été mis en œuvre pour la première fois lors de la dernière séquence des élections municipales. Je dis municipales, même si on n'y arrive pas, ce mode de scrutin est décorrélé en réalité du scrutin municipal, même s'il se tient dans le même temps. Et du coup, on est un peu étonné à la lecture de cette note parce que, évidemment, pour le Hugum Pécus, en quelque sorte, la métropole de Lyon apparaît plutôt comme l'achèvement du modèle métropolitain, ce que ne sont pas les autres métropoles, je pense pas très loin, tiens, de Lyon, une métropole qui a été rajoutée récemment, la métropole de Dijon, par exemple, qui apparaît moins métropolitaine, en tous les cas, que la métropole de Lyon. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, justifie le fait que dans ton analyse, on parle faussement d'une métropole lyonnaise en quelque sorte? En fait, avant d'en arriver à la fausseté, entre guillemets, de la métropole lyonnaise, je voudrais revenir quelques instants sur cette question de métropole et de son lien avec la géographie. En réalité, la difficulté à laquelle on se trouve confronté, c'est que le législateur fait de la topographie juridique, c'est-à-dire que le législateur invente sa propre géographie en ignorant précisément ce que sont les contraintes géographiques et qui correspondent aux contraintes des hommes, des femmes, des activités, c'est-à-dire la répartition des échanges sur un territoire élargi.
Bien. Et donc à partir de là, à partir du moment où on crée des métropoles et on fait prévaloir la topographie juridique, l'objectif des territoires concernés, quel est-il? Eh bien, c'est d'obtenir un statut, le statut de métropole, et on l'a bien vu dans la discussion de la loi MATLAM, je dirais les déplacements successifs du curseur pour savoir à partir de quelle population et l'ensemble des critères qu'on a pu trouver pour permettre à un certain nombre de territoires d'être métropoles. Et pourquoi ces territoires veulent être métropoles? Parce que derrière, effectivement, il y a un statut, et là, ça renvoie au rapport entre l'État et les collectivités locales et leurs établissements publics, c'est-à-dire qu'effectivement le statut de métropole s'impose à celui de la communauté urbaine, qui lui-même s'impose à la communauté d'agglo et qui lui-même s'impose à la communauté de communes, et qu'accessoirement ça permet d'obtenir des moyens financiers. Donc le point de départ il est là. Et la critique porte effectivement, enfin la critique, et ensuite avec les propositions qui vont avec, porte effectivement là-dessus, parce que la métropole, quand on y réfléchit 30 secondes, c'est en fait d'abord une notion géographique, et que la métropole, quand on raisonne sur les métropoles, on raisonne à l'échelle du monde, et que les métropoles, pour appréhender des métropoles, on parle de New York, on parle de Londres, on parle de Tokyo, on parle de Paris, mais je dirais, avec tout le respect, ayant quelques racines avec la bonne ville de Dijon, avec tout le respect que je lui dois, je suis pas certain que Dijon, hormis pour ses qualités culinaires, puisse revendiquer le statut de métropole. Bien. Et ça a donné lieu d'ailleurs, ce qui est relativement intéressant, à un espèce de jeu entre les différents territoires, puisque quand Tours a été reconnu métropole, et quand on connaît l'histoire de la région centre, il fallait obligatoirement à ce moment-là qu'Orléans soit métropole. Et on a eu le même cas à Nancy, quand André Rossino a réussi à faire accéder Nancy au statut de métropole, forcément il fallait que Metz soit métropole. Donc on se retrouve avec ces 22 métropoles. Maintenant sur le cas de Lyon, c'est présenté comme un modèle, j'en retiendrai au moins un élément qui pour moi est fondamental, et celui-ci je le conserverai jusqu'au bout en tant que modèle, c'est que la métropole de Lyon, c'est quasiment un des seuls exemples où on a véritablement des acteurs qui ont compris ce que c'était la décentralisation, c'est-à-dire qui n'attendent pas que ce soit l'État qui leur propose des organisations, mais qui eux-mêmes ont défini une organisation et l'ont vendue à l'État. Et la métropole de Lyon, ça s'est passé très exactement comme ça, c'est-à-dire que Michel Mercier et Gérard Collomb, qui avaient été adversaires politiques en 2001 pour l'élection municipale de la ville de Lyon, en réalité se sont retrouvés dans les années 2012-2013 pour se dire on va essayer d'inventer quelque chose et de fusionner sur le territoire de l'ancienne communauté urbaine la partie du département. Alors, il est clair que pour ces acteurs, ça répondait à des stratégies, qui n'étaient pas que métropolitaines, puisque ça a permis au département du Rhône de se désengager de ses emprunts toxiques et accessoirement de consolider la majorité politique. Mais le fait est que l'ensemble de ces dispositions a été imaginé, a été pensé, et les dispositions législatives ont été écrites à Lyon. C'est-à-dire que la DGCL, là-dedans, a plus eu le rôle, et il n'y a rien de péjoratif dans mon propos, de greffier de ce projet que l'initiateur de ce projet. Maintenant, pourquoi effectivement, donc ça c'est un véritable modèle, parce que d'habitude les décentralisateurs, un décentralisateur ou un girondin, c'est un jacobin qui est en province, c'est-à-dire que quand il est dans sa province, il faut absolument défendre la décentralisation, mais en fait, en réalité, il attend tout de Paris. Et là, Michel Mercier, Gérard Collomb inversent ce modèle. Donc, cette pratique. Donc, en ce sens-là, c'est un véritable modèle. Maintenant, est-ce que c'est un modèle sur la conception, finalement, de la structure qui a été montée? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour deux raisons différentes qui finissent par se rejoindre. La première raison, c'est celle de la géographie. C'est-à-dire que la problématique qui est posée à Lyon, c'est que depuis la Révolution française, on a un territoire qui est beaucoup trop petit. C'est-à-dire qu'on a une ville-mère, on a une métropole. C'est-à-dire il y a un certain nombre d'écrits depuis la Révolution française qui notent ce point-là. Sauf que le territoire de la métropole n'est que le territoire de la communauté urbaine. Je vais prendre un seul exemple. Lyon revendique d'avoir un aéroport international, dont acte. C'est exactement la même chose à Paris sur la métropole du Grand Paris, sauf que la zone aéroportuaire est déconnectée de la métropole. Et quand on fait un tout petit peu de géographie, il est absolument inimaginable d'envisager une métropole au sens géographique du terme où l'aéroport international ne soit pas compris dans l'aire de la métropole.
N'empêche que c'est bien le résultat qu'on a obtenu à Lyon, puisqu'on n'a fait que reprendre les périmètres existants. Et la conséquence de cette affaire-là, c'est pour ça que c'est le deuxième facteur pour lequel je ne peux pas souscrire à la conclusion suivant laquelle la métropole de Lyon serait un modèle, c'est que on a eu effectivement en 2020 un scrutin métropolitain déconnecté du scrutin municipal, et ça c'est une avancée considérable, sauf que les modalités du scrutin qui ont été retenues empêchent de facto d'avoir une véritable communauté politique métropolitaine. Et tant qu'on ne rapprochera pas cette communauté politique métropolitaine à la métropole, on aura des objets administratifs. Et pas des objets politiques. Absolument. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est un point évidemment extrêmement important et qui touche d'ailleurs à la nature de la relation aussi, non seulement entre la population et, j'allais dire, l'assemblée délibérante, en quelque sorte, celle qui va délibérer sur des politiques publiques qui vont, in fine, ou qui devraient, in fine, concerner l'ensemble de la population métropolitaine. Mais ça touche aussi au rapport, à la manière dont on envisage les rapports entre les communes et l'outil politique que pourrait devenir la métropole. Mais tu as tout à l'heure dit quelque chose d'extrêmement intéressant, moi qui m'a beaucoup interpellé dans la note que tu viens de produire, c'est cette histoire de l'ère métropolitaine qui est l'ère de la ville qui est historiquement, et métropolitaine par la suite, qui est historiquement extrêmement restreinte compte tenu de l'histoire révolutionnaire. Alors, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots, quelques minutes, cette histoire révolutionnaire, parce que je ne suis pas sûr que toutes celles et tous ceux qui vont nous écouter la connaissent, et nous dire en quoi ça a effectivement, cette histoire qui remonte quand même maintenant à 1793, en quoi ça a eu, et ça a encore des incidences sur le périmètre dont on parle, c'est-à-dire celui de la métropole de Lyon en 2020. Absolument. Alors, en fait, tout démarre, comme chacun le sait, ça en 1789, quand il s'est agi de découper la France en départements. Et la grande interrogation qui s'est posée pour la région de Lyon, c'est quelle allait être, en fait, la délimitation qu'on allait retenir pour le département. Et le département qui a été, la délimitation du département qui a été retenue en 1789 n'a été que la reprise de la généralité qui prévalait antérieurement et qui associait le Forez, le Beaujolais et le Lyonnais. Et pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, n'ont pas exactement la géographie en tête, c'est-à-dire que le département qui s'appelait à l'époque Loire-Rhône allait jusqu'à Saint-Étienne, remontait bien au-delà de Villefranche-sur-Saône et donc comprenait la région de Lyon. Bien. Et s'est produit donc en 1793 les secousses qui se déroulaient à Paris entre les Girondins et les Jacobins. Donc on a eu ces secousses à Lyon et ça a donné en fait que les armées révolutionnaires sont venues mettre de l'ordre à Lyon. Et la conséquence de cette affaire-là, donc la Convention a repris la main sur les troubles qui se produisaient à Lyon, et il y a eu deux conséquences importantes. Première conséquence importante, c'est que la ville de Lyon a été supprimée, et ça a existé pendant 8 ans, c'est Napoléon qui a rétabli la ville de Lyon ultérieurement. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on a appelé le coup de sabre de la Convention, c'est que le département Loire-Rhône a été divisé en deux, et donc ce qui nous donne le département du Rhône que nous connaissons actuellement. Je voudrais juste conclure sur ce rappel historique. Ce qui est intéressant dans cette histoire de définition des limites des départements, c'est qu'en 1789, la préoccupation des révolutionnaires, c'était de dimensionner le département pour limiter l'influence de la ville de Lyon. C'est-à-dire que dès 1789, on est dans un rapport où on a une ville importante, Lyon, et c'est comment, par la taille qui avait été retenue, on essaye de contenir l'influence de cette ville de Lyon. On est exactement sur la même problématique 2 siècles après, ce qui montre que l'évolution darwinienne du législateur a encore une certaine évolution en termes d'accélération.
On essaye de contenir en diluant, en quelque sorte. Absolument, absolument. Alors après, dans ta note, tu utilises des termes forts parfois. Il y en a deux qui ont retenu mon attention. Un qui va nous permettre de revenir sur le processus de création de la métropole comme objet au moins juridique, sinon politique, ce à quoi tu faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire une décentralisation par le bas en réalité, et non pas décidée à Paris par la DGCL. Ça, on verra tout à l'heure. Mais donc, il y a un premier terme, et ça nous ramène justement à cette lecture historique, c'est celui d'impérialisme lyonnais. Alors là, j'avoue que, parce que ça fait, en quelque sorte, on est presque en contradiction à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la volonté de diluer l'importance de la ville de Lyon, à la fois politiquement, mais aussi économiquement, parce que c'était déjà, à la fin du XVIIIe siècle, un lieu de création de richesses extrêmement importante. Évidemment, tout au long du XIXe siècle, autour de l'industrie de la soie, notamment, etc. Vous connaissez bien cette histoire-là. Et qu'est-ce que tu entends par ce terme fort, quand même, d'impérialisme lyonnais? Alors, l'impérialisme lyonnais, en fait, je l'utilise quand j'explique dans la note les tentatives de la ville de Lyon pour desserrer l'étroitesse du corset de son périmètre. En termes clairs, qu'est-ce que je veux dire là? C'est que si je prends la ville de Lyon, sa superficie aujourd'hui, c'est grosso modo 40 km², c'est-à-dire que dans les 8 villes les plus importantes en France, elle arrive en avant-dernière position en termes de superficie, puisque la dernière position étant occupée par Lille. Donc, la problématique de la ville de Lyon, qui historiquement a été créée sur la colline de Fourvière et s'arrête au niveau de la presqu'île, c'est comment regagner du terrain sur les communes voisines. Bon. Et c'est une problématique qui remonte dès le début des années 1800, et qui va s'étirer, je dirais, grosso modo, jusqu'au milieu des années 60, avant qu'on ne crée la communauté urbaine. Alors, on a eu en 1852 l'adjonction de 3 communes, du territoire de 3 communes à la ville de Lyon, et le terme d'impérialisme que j'utilise, en fait, il fait référence à une époque très précise, c'est au cours des années 1900, le maire de l'époque entre 1900 et 1905, qui s'appelait Victor Augagneur, et Victor Augagneur donc voulait fusionner avec les communes voisines, et c'est lui qui parlait, pour désigner les communes voisines. Il les désignait sous forme de communes parasites, sous forme de communes suburbaines, et où il dénonçait l'impéritie des édiles des communes voisines. Et donc pourquoi effectivement j'utilise le terme d'impérialisme, c'est-à-dire qu'on était réellement dans une relation dominant-dominé, c'est-à-dire que la ville de Lyon, parce qu'elle était plus importante et que les autres n'avaient pas tous les services de la ville de Lyon, eh bien il était naturel pour la ville de Lyon que de phagocyter ces communes. D'où le terme d'impérialisme, qui sera corrigé, qui sera notamment corrigé, amendé par son successeur, donc Édouard Herriot, qui reprendra Édouard Herriot, donc la problématique de l'extension du territoire pour desserrer cette contrainte territoriale. Sauf que Édouard Herriot, lui, n'utilisera pas la méthode impérialiste, puisqu'il constituera un groupe de travail, et que dans ce groupe de travail, il associera l'ensemble des maires des communes voisines. Sauf que Édouard Herriot échouera exactement de la même façon que Victor Augagneur, en développant une stratégie différente, et sa stratégie à lui, c'était de dire il est hors de question que les Lyonnais payent pour des services qui n'ont pas été mis en œuvre par les communes voisines. Et donc, mathématiquement et politiquement, ça s'est terminé comment? C'est que les autres n'avaient strictement aucun intérêt à rejoindre la ville de Lyon, et donc que la fusion ne s'est pas faite. Il y aura eu juste une commune en 1963 qui rejoindra la ville de Lyon, donc la commune de Saint-Rambert, mais ce qui fait qu'aujourd'hui la ville de Lyon a un des plus petits territoires en termes de superficie par rapport aux grandes villes en France. Et ça, à cet égard, à cette aune-là, finalement, l'incapacité des pouvoirs publics de l'époque, qu'ils soient de l'État central, parce que rappelons-le quand même que l'époque dont tu parles, c'est une époque où le pouvoir est extrêmement centralisé.
Oui. où nous n'avons pas vécu les révolutions progressives, inachevées comme toute révolution, dirait l'autre, de la décentralisation qui a intellectuellement au moins commencé en France dans les années 70 et qui juridiquement s'est construite dans les années 80. Donc on est à un moment donné où cet État central est extrêmement puissant, en tous les cas bien plus puissant, y compris juridiquement qu'il ne l'est sans doute aujourd'hui, et où finalement il ne parvient pas, à Lyon comme ailleurs, à étendre le périmètre des villes. Il ne parvient pas ou il ne veut pas d'ailleurs. Parce que finalement, pour y parvenir, faut-il encore le vouloir véritablement? Mais à la limite, pour répondre à la question, je vais prendre la situation actuelle. Rien n'interdirait aujourd'hui à un pouvoir que d'imposer les fusions de communes. Je veux dire, quand je regarde l'exemple des régions, il s'est pas embarrassé de beaucoup de considérations pour savoir si c'était bien ou c'était pas bien de fusionner les régions, et il s'est pas embarrassé de beaucoup de considérations pour voir, je dirais, la faiblesse du socle sur lequel a été construite cette fusion des régions. Bon, si ce n'est que, en ce qui concerne les communes, il y a quand même un petit problème de fond à résoudre, et qui en cela est bien différent de celui des régions, c'est que dans les communes, il y a 500 000 élus locaux, et que ces 500 000 élus locaux, bah, ça se manie pas aussi facilement que quelques milliers d'élus régionaux. Bon. Et puis il y a une deuxième problématique, qui est posée derrière tout ça, c'est que oui, certes, à l'inverse de bon nombre de pays, on n'a pas rationalisé notre tissu communal, il n'en reste pas moins vrai que dans la commune, il y a un certain nombre de compétences qui ne peuvent plus être exercées, mais ça reste quand même le lieu de l'établissement des premiers liens sociaux. Et on le voit bien dans la crise actuelle, on parle bien d'un couple entre le préfet et le maire, et c'est pas le fait du hasard si on parle de ce couple entre le préfet et le maire, ce qui démontre bien que la commune, je dirais, entre la solution du tout ou rien, il y a une voie intermédiaire qui s'appelle la commune nouvelle. Après, est-ce qu'il faut l'imposer? J'en suis pas forcément certain, parce que je pense que la décentralisation, il y a des fois des textes qui existent, sur les communes nouvelles ça existe, et qu'après tout, je dirais que c'est aux élus locaux de s'emparer aussi de la résolution de certaines questions, plutôt que d'attendre de façon infantile que ce soit l'État qui décide pour eux. Je voudrais dire que, en quelque sorte, il faudrait que les élus locaux puissent se saisir de la possibilité que l'organisation territoriale de la République ne soit pas forcément la même sur l'ensemble du territoire, qui est une possibilité qui existe aujourd'hui. Moi, la thèse que je défends depuis très très longtemps, c'est que pour être décentralisateur, il faut être majeur. Et pour être majeur, il faut accepter d'assumer ses responsabilités. Et assumer ses responsabilités, c'est d'être capable d'inventer, d'innover, et de ne pas laisser croire que la structure est la finalité de l'action publique. Parce que, tout à fait entre nous, pour la population, de savoir si la piscine elle est mise en œuvre ou initiée par le maire, le président de la structure intercommunale, le président du conseil départemental de la région, le président de la République ou de Saint-Siège, je dirais que c'est pas directement son problème. Et qu'effectivement, une décentralisation majeure, c'est créer des textes qui permettent de définir un cadre général, mais ne pas tomber dans les errements du législateur qu'on peut constater sur la décentralisation depuis une vingtaine d'années, où il s'agit finalement de tout codifier, si on va trouver tous les cas de figure possibles et inimaginables, et où finalement il n'y a plus de liberté, qui est laissée aux acteurs. Bon. Ce qui les arrange bien parfois. Ah ben c'est sur ce point-là que je voulais conclure, c'est-à-dire, et c'est bien le paradoxe du Girondin qui est jacobin en province, c'est que effectivement le fait que l'État, le législateur codifie toutes les situations possibles et imaginables, à un moment ça a un côté rassurant pour un certain nombre d'élus locaux, et de ce fait-là, ça conduit au constat, ou à tout le moins à la conclusion qui est la mienne, suivant laquelle on est sur une forme de décentralisation qui reste encore finalement assez infantile. Je pourrais reprendre mot pour mot ta conclusion. Alors j'en viens à la deuxième formule qui m'a non pas choqué, mais interpellé dans ta note. C'est tu y faisais référence tout à l'heure à cette alliance en quelque sorte
de prime abord contre nature, entre guillemets, entre Mercier et Colomb, au mi-temps des années 2000, quoi. Il y a une dizaine d'années maintenant, pour porter cette transformation de la Curlie en une métropole. Et tu utilises cette expression dans ta note d'un coup d'État légalisé. Alors j'aimerais que alors je vois bien l'aspect un peu ironique, on aurait presque pu dire un coup d'État permanent légalisé pour Gérard Collomb, ça aurait pu lui rappeler quelques souvenirs de son passé mauroyiste, mais j'aimerais juste que tu nous expliques pourquoi tu utilises cette formule qui est quand même une formule assez forte de coup d'État légalisé. En fait, coup d'État légalisé, effectivement, il y a beaucoup d'ironie, dans la formule. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle correspond à une réalité. Parce que, somme toute, comment ce projet a été conçu, c'est vraiment l'alliance de deux hommes, Michel Mercier et Gérard Collomb, qui n'ont pas découvert la métropole comme ça, je dirais. Enfin, un matin en se réveillant, en se disant tiens, on s'appelle et puis on se retrouve dans un bouchon et on crée une métropole. C'est que la question de la création d'une métropole, c'est une longue histoire à Lyon. C'est-à-dire que depuis Michel Noir, 89, la question de la métropole se pose et quels qu'étaient les changements de majorité politique, Raymond Barre ensuite, Gérard Collomb, toujours cette question de faire de Lyon, que Lyon puisse être reconnu au niveau des métropoles européennes. C'est-à-dire c'est une des grandes caractéristiques, je dirais, des politiques de développement qui sont suivies. Et ça a été en même temps, ces politiques-là, doublées par les acteurs économiques qui ont beaucoup réfléchi sur la question de la région métropolitaine à la fin des années 80. Donc je dirais qu'il y avait un contexte, il y avait un terreau, il y avait un socle de réflexion qui existait. Maintenant, pourquoi je parle du coup d'État? Le coup d'État, ça fait référence à quoi? Un coup d'État, ça dure pas longtemps, ça va vite et ça dure pas longtemps. Et en fait, comment concrètement s'est passée la création de la métropole de Lyon? C'est quand François Hollande est venu avec Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls assister au sommet franco-italien à Lyon en novembre 2012, à une époque où Marie-Lise Lebranchu était ministre en charge des collectivités et cherchait ce qu'elle pouvait mettre dans un projet de loi sur les collectivités locales. Donc à la sortie de la préfecture, Michel Mercier et Gérard Collomb disent à François Hollande, ben voilà, nous, je le fais court, on a envie de créer une métropole, est-ce que tu es d'accord? Et ils se retournent vers Valls et alors ministre de l'Intérieur et Ayrault, qui donnent leur blanc-seing, et à partir de là, ils mettent en œuvre leur métropole. Et pourquoi coup d'État? Parce que il faut bien avoir en tête qu'ils n'avaient pas informé leurs assemblées. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord avec le président de la République et ils ont organisé une conférence de presse avant même de réunir leurs assemblées et que la légalisation, elle est intervenue ex post. C'est-à-dire que légalisation d'un point de vue politique, c'est-à-dire d'entraîner politiquement, je dirais, leur majorité là-dessus, et que quand on relie les procès-verbaux des délibérations, un certain nombre d'élus qui expriment leur surprise parce qu'ils n'ont pas du tout été associés à ça. Et bien évidemment, la légalisation, elle est intervenue ensuite avec le législateur, puisque, et c'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes, la DGCL, alors bien évidemment elle a eu un rôle, mais je dirais l'ensemble des dispositions, la majorité des dispositions ont d'abord été construites, pensées et imaginées à Lyon. Ce sont les acteurs lyonnais qui ont dit voilà, nous on a expliqué voilà ce qu'on veut faire. Voilà ce qu'on veut faire et voilà comment on veut fonctionner. Et je dirais que ça a même été, je ne trahirai aucun secret, mais ça a été jusqu'à la période de la saisine du Conseil constitutionnel, puisque je rappelle que sur la période quand même 2015-2020, ce qui était un cas unique en France, le président de la métropole de Lyon, alors Gérard Collomb, a pu cumuler cette fonction avec celle de maire de la ville de Lyon. Oui, exact. Alors, ce qui ensuite n'a pas été quelque chose, en tous les cas, ce qui depuis lors n'est pas quelque chose qui n'existe pas dans d'autres territoires. Par exemple, Nathalie Appéré à Rennes, au lendemain de sa victoire municipale à Rennes, en juin dernier, a pris la tête de la métropole de Rennes. Oui, enfin la seule différence, alors là on rentre sur un point plus juridique,
c'est que la métropole de Lyon n'étant pas une structure intercommunale, mais une collectivité à statut spécial, en fait, il cumulait l'exécutif de deux collectivités. Deux collectivités, mais bon, exactement. Mais sur le fond... Et alors, en même temps, il l'a cumulé, si mes souvenirs sont bons, en fait, jusqu'en avril 2017. Parce qu'en avril 2017, il devient ministre. Et donc, il laisse sa place à la mairie, et il laisse sa place à l'agglo, à ses deux grands amis, qui lui rendront bien quelques temps plus tard. Je sais pas qui a rendu à qui, mais effectivement, parce que j'ai un avis sur la question, mais effectivement, en tous les cas, il y a quelque chose qui a été rendu de part et d'autre. Absolument, absolument. Plutôt, mais ça c'est sûr. Alors du coup, ça m'amène, je comprends bien ta thèse du coup d'État légalisé, ça m'amène à ta critique, et je voudrais qu'on en termine par là, et en faisant une petite ouverture sur un acteur politique que nous n'avons pas encore cité, c'est-à-dire les Verts, dont tu ne parles pas dans ta note, parce que c'est pas l'objet de ta note, mais j'aimerais qu'on s'échappe en quelque sorte de la note en terminant sur cette question de nouveaux acteurs lyonnais et métropolitains que sont aujourd'hui les Verts, qui ont pris donc et la ville et la métropole. Mais donc ta note, tu la termines, tu l'achèves en quelque sorte par une critique assez forte, ou en tous les cas moins une critique, que tu mets en exergue les contradictions en quelque sorte du mode de scrutin qui a été retenu pour cet objet politique difficilement identifiable qu'est la métropole lyonnaise. Est-ce que tu peux nous rappeler cette critique, parce que elle est importante, parce que tu ne fais pas seulement une critique, tu fais une critique, mais à la fin tu fais des propositions pour sortir de cet état de fait que tu dénonces en quelque sorte. Absolument. Alors, parce que moi j'aime bien observer, mais j'aime bien aussi proposer l'idée, c'est-à-dire de sortir de la position uniquement de l'observateur, mais à un moment d'être aussi engagé, c'est-à-dire d'assumer certaines positions. Partons de la critique. En fait, elle est à deux niveaux. Le premier niveau, pour que tout le monde nous comprenne bien, c'est qu'à Lyon, il y a deux scrutins. Il y a un scrutin pour la ville qui est divisé en arrondissements. Et ensuite, il y a un scrutin au niveau de la métropole où on a 14 circonscriptions à l'échelle de la métropole. Et en fait, la première critique, elle porte sur le point suivant, c'est que le périmètre des circonscriptions ne recouvre pas le périmètre des arrondissements ou des communes, et fondamentalement, c'est totalement illisible pour la population. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'escomptaient les promoteurs de cette construction, la population, et ça là-dessus il n'y a pas de souci, elle a été votée. Par contre, de faire la différence entre ce qui relevait de la ville et ce qui relevait de l'autre côté de la circonscription métropolitaine, je dirais c'était totalement incompréhensible. Et moi je peux pas demander, on peut pas vouloir régénérer la démocratie locale, l'engagement politique, et de demander à chaque citoyen d'être un agrégé de droit administratif. D'abord, ce serait une société absolument terrible. Et en plus, je veux dire, c'est un système qui est totalement illisible. Donc, ma première critique, elle porte là-dessus. Ma deuxième critique, elle porte sur le fait que, sur le périmètre de l'élection, puisque le périmètre de l'élection, et je dirais que c'était, il pouvait en être autrement, apporté sur le périmètre de la métropole, sauf que la réalité métropolitaine va bien au-delà. Et j'illustre dans cette note quelque chose, moi, qui me semble très important, c'est de montrer cette déconnexion entre les réalités métropolitaines vécues par les gens et la réalité de l'étroitesse de cette communauté politique. Et je reprends notamment les scores électoraux des élections européennes de 2019, et on voit très très clairement apparaître sur la carte où j'ai repris ça à l'échelle de la région, qu'en fait on a un cœur qui est grosso modo, pour le faire très très court, la ville de Lyon, où les listes qui arrivent en tête sont les listes La République En Marche, et en fait, tout ce qui est l'extérieur de la ville de Lyon, qui en réalité, je dirais, correspond à la métropole géographique, eh bien en fait, on se retrouve avec des votes protestataires
qui sont soit des votes, et je les assimile pas politiquement, soit des votes Rassemblement National, soit des votes La France Insoumise. Et comme j'ai l'habitude de dire, je dirais, c'est pas parce que on vote Rassemblement National ou on vote La France Insoumise que demain matin Trotsky va revenir ou que Maurras va ressurgir. Ce sont des votes protestataires parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont exclus de cette métropole, ils peuvent pas s'y loger. Ce sont ces personnes-là qui rencontrent des difficultés pour accéder aux services de la métropole. Et donc, comme je ne peux pas me satisfaire je dirais, de cette réalité-là, effectivement, j'essaye d'imaginer comment en sortir, et une des façons d'en sortir, c'est de dire, il faut qu'on redéfinisse d'autres frontières à la métropole, c'est-à-dire qui correspondent aux réelles frontières géographiques, et j'irais pour mettre un peu de douceur dans notre propos, qui n'a rien de violent. Il se trouve qu'à Lyon, la cuisine, c'est quelque chose d'important. Et en 1925, il y avait un critique gastronomique, une certaine célébrité qui s'appelait Kurnonski, et qui avait dit la chose suivante, c'est que Lyon était capitale mondiale de la gastronomie, et qu'il définissait finalement le périmètre, parce que finalement par le manger, on retrouve où sont les gens, il définissait le périmètre, sans parler de métropole, mais il définissait le périmètre de cette métropole, et en expliquant grosso modo quel devait être ce périmètre, qui correspond très exactement, à peu de choses près, au périmètre, moi, que je propose d'accéder pour cette nouvelle métropole. Mais bien évidemment, si on élargit le périmètre, et c'est là où on revient à la discussion sur les communes qu'on a eues antérieurement, on ne peut pas transférer toutes les compétences actuelles de la métropole telles qu'elles existent aujourd'hui à une échelle aussi élargie, parce qu'on va tomber sur des problèmes de gestion concrète de proximité pour lesquels on ne sait pas faire à ces échelles-là. Et donc en fait, une des idées maîtresses, c'est de dire, ayant une métropole avec un périmètre beaucoup plus large que celui qui existe aujourd'hui, et ce que je dis pour Lyon, pour que tout le monde nous comprenne bien, ça vaut pour toutes les métropoles de France. Je pourrais penser à Bordeaux, je pourrais penser à Paris, je pourrais penser à Rennes, il n'y en a aucune qui tient debout, à l'exception de celle de Marseille au niveau de son périmètre. Ça, c'est autre chose. Celle de Marseille, elle tient debout au niveau du périmètre. Qui était la plus difficile à mettre en œuvre. Qui est la plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'effectivement, celle-ci, elle était imposée. Mais bon, je vais pas développer là-dessus. Et au niveau des communes, c'est de dire que transformons l'actuelle métropole de Lyon, en réalité, en ville de Lyon. Et d'ailleurs, Gérard Collomb a esquissé cette hypothèse en disant, mais pourquoi finalement, enfin il l'a pas formulé exactement comme ça, mais il n'a pas rejeté l'hypothèse, en disant, mais est-ce qu'à terme, finalement, la ville de Lyon, ça ne va pas correspondre à l'actuelle métropole de Lyon, parce qu'en fait, c'est la grande commune, je dirais, tout le monde, c'est la communauté de vie, de base, sur lesquelles il faudrait définir la commune. Et du coup, ce qui conduit, évidemment, si tu fais évoluer le périmètre métropolitain, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on, parallèlement à cette évolution du périmètre, il y a un travail fin à refaire sur les compétences des métropoles, et en quelque sorte faire en sorte qu'elles s'intéressent vraiment aux questions d'ordre stratégique, et tout ce qui concerne la proximité, le lien avec les habitants, etc., doit être revivifié au profit des édiles communaux. Mais du coup, ce qui nous amène à la question du quel est le bon mode de scrutin, ou quel est le bon mode électoral pour représenter, pour faire vivre cet objet politique, et surtout pour faire en sorte qu'il y ait en quelque sorte une acculturation des habitants de la métropole, prenant ainsi en compte le fait que des batailles politiques importantes doivent s'y mener. Alors, pour répondre à cette question-là, je voudrais faire un pas en arrière et d'essayer de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui sur ces constructions intercommunales parce qu'on n'a pas voulu rationaliser le tissu communal, et que l'intercommunalité, finalement, a été le substitut d'une politique de fusion de communes avortée. Même si elle n'a pas été définie comme ça, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Et qu'en réalité, depuis la mise en œuvre de cette politique, c'est-à-dire qui remonte à 92, on a eu un tournant majeur en 2010, qui a consisté à dire, d'une part, il faut qu'on s'occupe des périmètres, et d'autre part, il faut qu'on transfère beaucoup plus de compétences que celles qui ne sont transférées à l'époque dans ces structures aux structures intercommunales.
Et donc on a fait prévaloir une vision organique du territoire, c'est-à-dire on a fait prévaloir la structure, pour le dire autrement, au détriment d'une conception matérielle, c'est-à-dire au détriment d'une conception où on s'occupe finalement quelle est la bonne échelle géographique pour telle ou telle compétence. Bon. Et ça, le législateur est passé complètement à côté de ce sujet-là. Et je rejoins assez volontiers la remarque de Jean-Pierre Chevènement, qui est quand même le père de la loi de 99, donc de la grande loi de 1999, et qui dit, mais en fait, on a complètement oublié que la coopération intercommunale, ça devait être une coopérative de communes. On est aujourd'hui dans des versions extrêmement intégrées des structures intercommunales, et où en fait le pouvoir politique s'est déplacé dans ces structures intercommunales. Alors maintenant, j'oublie pas du tout la question, mais ce détour va me permettre d'y répondre. La question de fond qui est posée, c'est effectivement à la nouvelle métropole que j'appelle de mes voeux, qu'on pourra appeler une communauté métropolitaine finalement. Quelles sont les compétences qu'on pourrait y mettre? La thèse que je défends dans le rapport, c'est de n'y mettre que des compétences stratégiques, c'est-à-dire l'économie, l'aménagement du territoire, les déplacements, le changement climatique. On pourrait ajouter aussi, en lien avec l'État, la politique sanitaire. On pourrait y adjoindre des compétences techniques du style les politiques environnementales comme l'eau et les déchets, et une dernière fonction qui pourrait être la péréquation des recettes. Bon. Aujourd'hui, si on regarde bien, les élus ne se battent pas, ou personne ne revendique particulièrement une élection au suffrage universel direct pour un syndicat mixte qui s'occupe du schéma de cohérence territoriale. Il n'y a aucun élu aujourd'hui qui se bat, enfin la population ne se bat pas pour dire nous on veut élire nos représentants au sein d'un SMICTOM, un syndicat de traitement des ordures ménagères. Donc en fait cette communauté métropolitaine qui exercerait des fonctions stratégiques, je suis pas forcément certain qu'il faille une élection au suffrage universel direct. Par contre, l'élection au suffrage universel direct, oui, au niveau des communes, dans des périmètres revisités, et en l'espèce, sur le cas d'espèce de la ville de Lyon, eh bien, une ville de Lyon sur un périmètre de l'actuelle métropole, c'est à cette échelle qu'on devrait faire, que devrait avoir lieu, se tenir le scrutin. Alors, j'en viens du coup à ma dernière question. Quelle est la position des Verts par rapport à tous ces sujets? Parce qu'ils ont, c'est une de leurs plus belles réussites électorales lors du dernier cycle électoral, que la prise non seulement de la ville de Lyon, mais également de la métropole. Ce qui n'a pas été le cas partout. Tu faisais référence à Bordeaux tout à l'heure. Les Verts en alliance ont réussi à conquérir, en alliance là, beaucoup plus intégrés qu'à Lyon, ont réussi à prendre la ville de Bordeaux, mais finalement ont dû en quelque sorte passer sous les fourches caudines d'un accord avec le Parti socialiste pour arriver à passer d'une logique de coopération à une logique justement où le portage politique est bien plus important au sein de la métropole bordelaise. Ce qui est singulier puisque là, la métropole bordelaise, les élus communautaires sont directement élus des élections municipales puisqu'on est dans le mode de scrutin classique mis en place à partir de depuis 2014 avec le bulletin de vote à double liste en quelque sorte. Donc, quelle est la pensée des Verts lyonnais sur cette question métropolitaine qui nous occupe depuis maintenant près de 40 minutes? Si j'étais acide pour qu'une pensée politique des Verts à Lyon, je commencerai déjà par la première partie de la question. Est-ce qu'il y a une pensée politique des Verts sur la question de la métropole et des évolutions en matière de décentralisation qu'il faudrait conduire? Alors, je n'oublie pas que traditionnellement, ils promeuvent les structures intercommunales et les régions, mais mis à part cette pétition de principe, j'ai pas la prétention d'avoir tout lu, mais j'ai pas vu beaucoup d'autres écrits sur comment on pourrait aller plus loin, sur la position sur les communes, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est au niveau national. Et puis après, il faudrait savoir de quel Vert on parle. Est-ce qu'on parle, et là je parle toujours au niveau national, est-ce qu'on parle de Piolle, est-ce qu'on parle de Jadot? Il faudrait comprendre les subtilités. Mais après tout, je dirais, ils ne sont qu'une représentation de ce que sont devenus un certain nombre de partis.
Maintenant, au niveau de la pensée politique des Verts à Lyon sur cette question-là, très honnêtement, ça n'a pas été le sujet de leur campagne. C'est-à-dire que, je dirais, une des raisons de leur succès, au-delà des thématiques qu'ils défendent et qui sont tout à fait respectables, estimables et voilà, c'est qu'ils ont parfaitement compris que, en tout état de cause, ces questions institutionnelles n'intéressaient strictement pas la population. C'est-à-dire que on avait un discours de Gérard Collomb qui mettait en avant la métropole, la métropole, la métropole, bon, ce qui s'entend, je veux dire, c'était là où une des chevilles ouvrières principales de ce projet-là. Les Verts n'ont pas émis d'idée sur, à l'heure où je parle, sur comment faire évoluer cette métropole. Alors même que la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui devrait permettre d'accélérer, mais quand je dis d'accélérer, c'est, je dirais, c'est une véritable accélération, devrait permettre d'accélérer ces questions-là, puisqu'on voit bien que la question de la crise sanitaire renvoie à des problématiques d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que le taux densification qui était, je dirais, la doctrine, il suffit de relire la loi Allure où il faut densifier les villes, etc., etc. Sauf que là aujourd'hui, une des questions qui se posent, c'est comment sortir de cette densification. On le voit bien avec les effets de la crise sanitaire. Et que aujourd'hui, alors je peux leur concéder que, je dirais, il y a un certain nombre d'autres questions à régler, mais je dirais à eux, comme au niveau national, mis à part colmater les brèches de ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement, on ne pose pas le socle de réflexion qui pourrait nous donner des perspectives et donner du sens finalement à cette crise. Eh bien, on va terminer par cette note extrêmement enthousiasmante, Vincent. En gros, il y a du travail à la fois devant nous, c'est-à-dire devant les think tanks, pour qu'ils réarment ou participent au réarmement du politique sur cette question absolument fondamentale qui est au final celle de l'organisation du territoire de notre République. Donc ce n'est pas une mince affaire, chantier long dans l'histoire de la République. On a pu comme ça le dessiner rapidement. Je te remercie encore et je te dis à bientôt pour d'autres notes publiées à la Fondation Jean Jaurès. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.